Parce qu'on ne peut pas bercer l'enfant quand il est à des kilomètres, à une bonne distance de nous. Donc, ce contact est déjà une source d'inspiration et de création. Et en tant que première chanson qu'on fredonne à l'enfant, l'enfant commence déjà à capter les mots de la langue maternelle. Et cette chanson, elle est douce, puisqu'elle est destinée à charmer, à endormir, à rassurer. Donc c'est dès la naissance que la maman retrouve spontanément le rythme pour chanter. Et ce rythme, elle-même, elle a entendu quand elle était jeune. Donc en transmettant à l'enfant, l'enfant emmagasine également dans sa mémoire. Donc quand nous demandons à nos élèves d'aller recueillir les berceuses, c'est pour que l'enfant rentre dans son milieu culturel, recueillir ses chants, et en faisant cette collecte, elle apprend et elle intègre les réalités de son milieu. Bien, donc c'est un chant où on communique. Même si l'enfant n'entend pas, il se calme. Pourquoi? Parce que le chant le flatte. Le chant est doux. Donc dans le cadre familial, elles sont chantées. Dans les sociétés où les naissances sont fêtées, comme chez nous, les Bamoun, quand un enfant est né, on fait une fête pour célébrer la venue de l'enfant et les femmes se retrouvent pour chanter. Et laisse qu'elles chantent. Ces productions ne sont pas sans intérêt. Non seulement la mère communique à l'enfant, mais également elle communique à son entourage, parfois à son mari. Parce que dans la société traditionnelle, les femmes n'ont pas toujours eu droit à la parole. Donc à travers la berceuse, elle peut s'exprimer, elle peut dire ce qu'elle pense à haute voix, et à ce moment aussi l'enfant intègre. L'enfant est en train d'intégrer les éléments de la parole de son milieu. Donc la berceuse sera ici considérée comme le premier héritage culturel, le premier héritage de la langue que l'apprenant ou bien l'enfant va apprendre. Surtout que cette chanson est agréable. Bien. Donc comme je disais, la performance de la langue de la berceuse est recommandée dans la langue maternelle. Quand on dit ma folomone ma yogele, ou bien on dit ambamoun, mono lié en chupamon, mono lié mono. Quand on dit ça, celui qui ne parle pas la langue chupamon, il y a déjà des éléments qui se ressemblent. Ma folomon dans les langues béti. Maintenant, dans la langue chupamon, mono, donc l'enfant associe rapidement et intègre. Donc, c'est une façon ludique d'apprendre la langue maternelle. Et la berceuse sera ici une identité individuelle au sein d'un patrimoine exposé avec sa variation, avec toutes les variantes. Puisque quand l'enfant reproduit, il ne reproduit pas toujours fidèlement. Il va introduire d'autres éléments en fonction de sa sensibilité, tout comme la mère. Donc, la berceuse, en tant que chanson de détente, de joie, de bonheur, est également une chanson d'apprentissage. Dans la berceuse, la mère exprime son état d'âme. Donc, l'enfant aussi peut apprendre à s'exprimer. Donc, elle exprime de manière charmante la profondeur de son cœur, son sentiment maternel. Et c'est une création. Il y a de l'art. Quand l'enfant chante, le rythme doit être là. Si je dis ce n'est pas beau.
Donc l'enfant doit comprendre qu'il faut un rythme qui accompagne le chant. Et c'est la belle parole. La parole doit être une belle parole, accompagnée de gestes doux. Lors de ce concours de berceuse, il y a une élève qui avait bien chanté. Mais seulement elle n'a pas été sélectionnée. Elle ne comprenait pas pourquoi elle n'a pas été sélectionnée. Voilà comment elle berçait l'enfant. Après, elle dit que, comme tu veux pleurer, pleure alors. Voilà. Le chant était bien exécuté, mais elle n'a pas gagné. Parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas l'art, il n'y avait pas la douceur, il n'y avait pas le rythme qu'on voulait. Donc, le but pour l'enfant, c'est que il doit aimer, tout comme ceux qui écoutent. Bien. Donc, si c'est une expression artistique naturelle, c'est aussi l'occasion pour l'enfant de charmer, d'aider la jeune maman à transmettre la langue maternelle. Donc, la berceuse enseigne quoi? La patience. Parce que vous pouvez chanter peut-être pendant 10 minutes. L'enfant ne s'endort pas. Donc, la nounou ou bien la mère doit savoir qu'elle doit prendre son temps. Donc, c'est déjà la patience. L'enfant apprend à la... Celle qui n'a pas gagné, elle n'était pas patiente avec le bébé. Parce qu'elle secouait son bébé. Après, elle dit pleure. Comme tu veux pleurer, pleure alors. Bien. On ne l'a pas sélectionnée. Elle a vu que c'était une injustice pour elle. Il n'y avait pas de la beauté. Il n'y a pas de l'amour. Il n'y a pas de la tolérance. Et c'est ça que la berceuse apprend à l'enfant. Donc, les mots chantés ont non seulement une valeur sémantique, mais ils expriment une authenticité culturelle et socio-linguistique d'une communauté. La berceuse, là, l'enfant peut aussi savoir que ça peut être pour elle demain une profession. Parce que les gens chantent pour gagner de l'argent. C'est une profession. Donc, la plupart des chansons populaires qui ont été reprises par les grands musiciens que nous connaissons, c'est dans le folklore de tous les jours. Donc, l'enfant peut donc cultiver cet élan artistique et être productif plus tard. La berceuse aussi est l'expression d'une idéologie, la vision de la vie, la vision du monde. Et pour cela, les langues maternelles peuvent donc contribuer à un développement durable pour l'Africain. Parce que le savoir que l'enfant emmagasine doit lui servir. La justice de savoir veut qu'on apprenne ce qui va nous être utile. Parce qu'on apprend tellement de choses, mais ce n'est pas utile à nous. La langue maternelle, dans la gestion du quotidien, il faut que l'enfant sache que dans le milieu socio-culturel où il se retrouve, il peut acheter dans la langue nationale. Donc même si je suis Bamoun, étant ici à Yaoundé, je ne vais pas acheter en langue Chipamoun. Je vais acheter en Ewondo, en Eton. Donc la problématique de la langue ne devrait pas se poser pour dire que mon enfant est Bafia et on lui impose la langue Ewondo. Parce que la langue Ewondo doit lui servir dans le milieu socio-culturel où il se retrouve. Donc c'est ça l'épanouissement des apprenants et non un asservissement. C'est pour que les apprenants puissent s'épanouir. Donc la chanson est faite pour libérer de toute frustration. Parce que quand l'enfant chante, il n'est plus frustré. Il devient gai. Donc les berceuses et les langues nationales peuvent contribuer à construire la paix. Par exemple, dans un milieu multilingue comme le Cameroun. Donc je peux indifféremment bercer mon enfant en Newondo, en Chipamam, ainsi de suite. Donc c'est un facteur d'unification. Bien, donc il faut prendre en compte toutes ces langues. Bien, donc la berceuse peut être aussi l'une des sources de l'histoire africaine.
Parce que l'histoire africaine est polysource et l'écriture n'est pas toujours à la portée de tout le monde. Parce que même si quand on a bien le livre, on ne lit pas. Et à travers les mots de la berceuse, on peut avoir une source linguistique, anthropologique, parce que là, ce sont des archives. L'oralité, c'est des archives vivantes à la portée de tous. Bien. Donc, ces berceuses donc, sont comme un facteur de retour aux sources. Donc, on peut se retrouver et se regarder comme un seul peuple, bien qu'à travers un petit chant. Donc, si je chante en Banyangé, tout le monde peut chanter avec moi. Donc, c'est ce facteur d'une promotion de la culture africaine qui permet de dire et de partager nos valeurs et nos sentiments pour communier avec les autres communautés. Pour mieux vivre avec les autres, il faut aussi se connaître, et on peut se connaître à travers un petit chant. On peut connaître les croyances, les pratiques sociales, les parentés. Donc en valorisant la langue maternelle, on peut chanter dans la langue première de l'oralité, en acceptant l'autre avec sa langue, son mode de pensée, son identité singulière. C'est ça la construction de la paix. Accepter l'autre avec sa langue. Et elle peut nous permettre de retrouver l'identité africaine, d'affirmer l'existence de notre histoire, de renouer avec le passé culturel, de consolider cette identité et une conscience nationale. Et le résultat sera sur le plan familial, les liens de parenté plus soudés, l'apprentissage de tous les savoirs, savoir-être, savoir-vivre, savoir-faire, savoir-devenir, et même, pourquoi pas, le savoir-mourir. Sur le plan social, parler les langues maternelles permet de s'enrichir mutuellement. Parce qu'aucune langue n'est supérieure à une autre. Et nul n'a le monopole de la connaissance. Donc, il faut prendre en compte les savoirs traditionnels contenus dans ces berceuses. Parce que les berceuses relatent les faits de la journée, les expériences de la vie, les traditions, et j'en passe. En conclusion, la berceuse, c'est la culture du beau qui doit primer. La promotion et la pérennisation des langues maternelles. La jeunesse d'aujourd'hui et de demain peut se servir de cette petite chanson pour garder l'esprit du bien, une culture éthique, de l'excellence et de l'acceptation de soi. Je vous remercie. Votre exposé a été bien détaillé et moi j'ai retenu que la berceuse en tant qu'élément culturel du patrimoine camerounais est un bien pour la consolidation de la paix et des savoirs en même temps qu'elle participe à l'expression féminine. Bon, je ne sais pas comment on fait cela. Moi, j'aimerais bien avoir un chant qui permette de demander l'argent du matin à celui qui part pendant que je verse. Donc, je vais me rapprocher de vous pour que vous m'enseignez cela. Ensuite, c'est un élément de patience également et de tolérance. Donc, je vous remercie pour tous ces éléments que vous avez apportés qui lient la berceuse aux éléments de langues africaines et à la construction de l'identité féminine. Et dans ce tournant de construction identitaire, nous avons également les œuvres de la littérature qui participent. Et là, le professeur Matateyou est un des points focaux de cette construction-là, avec ces romans qu'il a écrits que j'ai lu que la moitié, je suis désolée, mais à chaque fois que j'ai lu cela, c'était un plaisir de retrouver des éléments culturels camerounais, de retrouver même la description des villes qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est grâce au roman du professeur Matateyou. Et je remercie cela et je voudrais vraiment que les jeunes apprennent, se redécouvrent l'âme de lire à travers cette littérature qui reprend à la fois l'oralité et l'écriture. Merci.
Bien, merci. Je vais respecter le public en me levant. Voilà, justement, je me sens dans mon élément, parce que je voudrais évidemment que nous puissions considérer cet espace comme un espace de convivialité culturelle, comme nous essayons de recréer chaque fois à travers nos enseignements, que ce soit à l'école normale supérieure de Yaoundé ou à l'université dans les facultés. En ce temps-là, donc, il y avait Monsieur Microbe. Monsieur Microbe. Vous connaissez Monsieur Microbe? Vous connaissez Monsieur Microbe? Ah oui, vous connaissez Monsieur Microbe. Monsieur Microbe, dans toutes les chaumières, se porte très bien. Monsieur Microbe est célébré. Monsieur Microbe est chaque fois commenté par qui? Par nos enfants, par les jeunes citoyens camerounais. Dans les dessins animés. Dans quoi? Piwi. Ah voilà. Monsieur Microbe donc est dans Piwi. En ce temps-là donc, Monsieur Microbe avait fait l'objet d'une attention particulière chez moi, et avec mes enfants et mes petits-enfants, on échangeait. Et pour ces enfants-là, Monsieur Microbe, qui avait des pics à la place des cheveux, des pics, je dis bien des pics, parce qu'il faut encore revoir ce personnage-là, Monsieur Microbe, était donc adulé pour certains et vilipendé par d'autres. Et voilà donc ce qui m'a amené, quelque part, à m'intéresser davantage à ce qui avait déjà été mon point faible à l'université, à savoir l'oralité, la littérature orale, les contes et surtout les récits de jeunesse. C'est alors que j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose pour ces jeunes, pour ces enfants, pour ces citoyens de demain. Il fallait corriger la vision qu'ils avaient de ce que nous sommes, à savoir que M. Microbe, et il faut voir déjà le nom, ce personnage qui est comme moi, qui est exactement comme moi, s'appelle Microbe. Et vous savez le rôle et la place qu'occupent les microbes dans la vie de tout un chacun. Monsieur Microbe, donc, joue un rôle dans ce dessin animé que vous connaissez tous, que nous connaissons tous, que tous nos enfants regardent à longueur de journée. Et donc, ce fut une décision pour moi et pour la plupart de mes congénères, puisque nous avions commenté justement ce dessin animé avec des collègues à l'université, notamment avec certains de regrettée mémoire, notamment le professeur Pierre Tchungi de l'école normale supérieure. Et il y avait une urgence. Il fallait faire quelque chose. Comment amener ces enfants à pouvoir se délecter d'autres images que celles qui nous venaient d'Orient et d'Occident, et où les personnes comme moi, de ma condition, étaient considérées comme elles l'étaient dans ces produits qui venaient par les effets cybernétiques. Voilà donc comment j'en arrive à me mettre à l'écriture et à me joindre au groupe de littérature de jeunesse à l'agence universitaire de la francophonie. Et c'est par la suite donc que nous avons eu des séminaires qui nous ont aidés, évidemment,
au Maroc, à Madagascar, en Tunisie, en Algérie, où on a appris, on a été donc éduqué dans l'art d'écrire des ouvrages de jeunesse. Et fort donc de ces séminaires, de ces formations, nous avons publié donc Palabres au Cameroun, à la suite d'autres textes de jeunesse, notamment Moussa, le prince Moussa et la grenouille, Mundi et la colline magique, la princesse de Massangam. Bon, sur le net, je crois qu'on peut retrouver tout cela. Il y en a, il y a au moins 8 textes sur la littérature de jeunesse. Et chaque fois pour nous, nous voulions absolument dire effectivement comment les textes étaient dits et présenter les faits de société comme les différentes sociocultures l'expriment. Et nous l'avons donc exprimé à travers Palabres au Cameroun. Palabres au Cameroun est un recueil de textes bilingues, je sais pas mon nom, la langue bamoun et français, et c'est un recueil de nouvelles. Recueil de nouvelles, et puis il y a des tranches de vie quotidienne, ici, bon, exprimées et relatées. Et nous avons également, parce que nous sommes à l'école normale supérieure, parce que nous avions donc des fonctions à l'école normale supérieure, et parce que nous étions soutenus par les différents responsables de cette école, nous avions initié et finalement publié un ouvrage pour aider les jeunes enseignants à réussir leurs enseignements dans les lycées relativement à la littérature orale. Vous savez très bien que dans le cycle d'observation, c'est les cas de 6e et 5e, et parfois 4e. Et dans ces classes, l'accent est porté sur les récits courts, notamment les comptines, les berceuses et les contes. Alors, comment réussir ces enseignements-là? Nous avons donc eu à produire ce texte. Produire donc ce texte que voici, comment enseigner la littérature orale africaine avec une méthodologie qui est tout à fait up-to-date, comme on dit. Puis, nous avons également, puisqu'il s'agit des langues africaines, fort de la réalité que nous vivons ici au pays, eu une attention envers les enfants qui sont victimes des égoïsmes des adultes. Les enfants qui sont victimes de Boko Haram dans le Nord et qui meurent pendant que les parents sont en train de s'enfuir. Et le texte que nous avons donc préparé pour cela, c'est « Un jour tu marcheras ». C'est un texte bilingue. Malheureusement, nous n'avons pas de PowerPoint, parce qu'on avait préparé une communication avec images pour que vous puissiez voir. C'est illustré. Et c'est le lieu pour nous, en même temps, de rendre un vibrant hommage à notre ami l'illustrateur, qui est Nteb Kelly, qui a été enterré samedi dernier. C'est lui qui a illustré ce texte, ce très beau texte. Et il s'agit donc d'une jeune handicapée qui, dans ce récit, va prendre de l'espoir à travers une histoire que lui contera sa tante, qui partira de Douala pour Maroua afin de l'assister et lui dire justement que un jour elle pourra retrouver, ces jambes pourront retrouver dans leur mobilité. Et Nteb Kelly
et moi avons travaillé sur ce texte pendant 3 ans. Et tel que lui est mort, il a été enterré samedi dernier et en ce moment, j'ai une pensée pieuse pour lui. Je tenais ce soir à présenter cet ouvrage qui n'est pas encore publié, mais qui le sera très bientôt. C'est Un jour tu marcheras. C'est un texte bilingue. En jaune, vous avez le texte dans la langue Chupama. Et en haut, vous avez le texte en français. Bon, on peut le publier en français, en anglais, en allemand et Chupama, ou bien en Ewondo, tout comme on peut publier Ewondo, Chupama, ou bien Fufude, Chupama. Voilà. C'est par rapport à cet objectif-là que nous avons publié ce texte et c'est illustré, et très bien illustré. Et là, on voit justement la jeune fille qui est portée par son grand frère chaque fois qu'ils vont au marché parce que elle a perdu ses jambes au moment où elle allait se soulager. Pourquoi? Parce que elle a marché sur une mine posée par les fous de Dieu, dont les membres du Boko Haram. Voilà. Donc c'est cette histoire-là que nous avons préparée dans ce récit qui va être publié en hommage à tous aux victimes, mais également à cet illustrateur Tep Kelly qui est mort et qui a été enterré samedi dernier et à qui nous rendons un vibrant hommage parce qu'il était l'un des nôtres. Et nous avons également un autre texte qui est illustré cet après-midi. J'étais devant un jury de la maison d'édition, donc à Komamba, Mbou Manger. C'est un texte donc qui reprend une tradition, un conte Bamoun relativement à l'ingratitude et surtout le fait que les enfants, quand ils grandissent, ils oublient quelles sont leurs racines. C'est une jeune fille qui est devenue une reine, mais qui plus tard a renié sa maman. Et sa maman va la maudire dans un cadre spectaculaire. Et elle va donc passer de vie à trépas. Donc, ce texte, nous l'avons préparé, il sera très bientôt publié. Bon, il y a également des romans, comme le disait le professeur, madame le professeur Julia, que j'aime beaucoup, je dois le dire. Je dois dire, oui. Pour cela, je dois le dire et insister que je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que elle est très fine dans tout ce qu'elle fait. Elle a une lecture minutieuse des textes. Alors, j'en ai bénéficié parce que ce n'est pas un secret. Chaque fois que, et ça, il y a des étudiants ici, il faut bien le dire, chaque fois que vous écrivez, vous devez vous faire relire par vos collègues, par vos amis. Et c'est ce que je fais. Je ne suis pas linguiste comme le professeur Binois ou le professeur Mba. Je ne suis pas linguiste. Je ne suis pas spécialiste de langue. Mais je suis spécialiste de littérature, de la rhétorique, et voilà. Et j'en passe. Mais quand j'écris un texte, je veux vers celles et ceux qui peuvent le nettoyer pour le rendre agréable. Et madame le professeur Julia a été mon censeur et c'est mon mentor. Et actuellement, un texte a été publié aux éditions L'Harmattan. C'est un roman dans lequel il y a beaucoup d'oralité et elle, évidemment, a lu ce texte avec... bon, elle a dit ce qu'elle a dit, mais moi, j'ai trouvé que si le texte a été accepté, c'est parce que quelque part, ces notes de lecture, ces observations ont été conséquentes et que l'éditeur a accepté donc
de le mettre sur la place publique. Je vous remercie officiellement et publiquement. Et très bientôt, quand le livre sera disponible, nous pourrons donc organiser une séance comme celle-ci pour son baptême. Voilà. Et par rapport donc à l'oralité, je finis par là. L'oralité est ce qui permet à l'Africain de se retrouver. La berceuse est un discours polyvalent. Madame l'inspecteur l'a dit, c'est un discours idéologique. Pourquoi? Parce que la berceuse, elle a dit quelque part, elle n'a pas développé, ce n'était pas le lieu bien sûr, mais c'est le discours, et Madame Julia l'a dit, qu'en berçant, la femme qui berce peut adresser une parole à son mari si ses poches sont vides. C'est en berçant qu'elle va dire, mon petit bébé, tu pleures parce que ton père ne t'a pas donné l'argent pour faire... Petit bébé, ne pleure plus, ton père va te donner l'argent pour que tu ailles en Balmeyo. Tu comprends? Petit bébé, ne pleure plus, etc. Tout comme c'est un espace aussi où elle règle ses comptes avec ses co-épouses dans un cadre de convivialité polygamique. Voilà. Petit bébé, tu pleures parce que la sorcière qui est en face, n'est-ce pas, t'a regardé, etc. Là, elle règle ses comptes avec la berceuse et cette berceuse devient un discours polysémique, un discours idéologique. Et vous savez très bien que la plupart, Madame l'inspecteur l'a dit, et je la soutiens dans ses propos, beaucoup de nos chanteurs nous ont inspirés pour réussir leur aventure, n'est-ce pas, musicale. José, par exemple, en Côte d'Ivoire. Voilà, bébé, n'est-ce pas? Combien de diplômes veux-tu pour que... etc. Voilà. Bébé, c'est une berceuse, c'est à partir d'une berceuse qu'elle a créé donc sa chanson qui est très populaire et qui a été très bien reçue à travers le monde. Et même ici chez nous, Nabila. Voilà. La jeune Nabila, c'est à partir d'une berceuse, voilà qu'elle a construit sa chanson, voilà, qui défraie la chronique. Et je voudrais vous remercier pour vous dire que c'était un véritable plaisir et que je reviendrai une autre fois, cette fois-là avec des moyens techniques plus qui permettront donc de vous présenter des images avec tout ce que nous avons reçu. Merci beaucoup. Nous avons écouté attentivement nos panélistes et moi à la fin je me demande s'il y a une différence entre la berceuse et le bikouti, parce que moi je savais qu'au départ le bikouti était justement pour les lamentations féminines et la berceuse pour la corruption. Et bon, ça c'était pour introduire l'aspect des questions. Je ne sais pas comme c'est fait tard, combien, est-ce que 2 minutes il nous reste? On fait un tour de questions. Et on fait un tour de questions. Et est-ce que quelqu'un pourrait se dévouer pour passer le micro, parce que je ne peux pas... Et vous présentez, s'il vous plaît, vous adressez votre question. Merci beaucoup. Au panélistes. Passer le micro à ceux qui et si vous vous limitez dans votre expression, qu'on évite de faire un autre exposé, ce serait bien. Tu poses la question après. Okay. Honneur aux invités, toi tu es de la maison. Bon. Alors, qui a une question? Oui. Voilà. Bonsoir à tous. Je suis Manfred Soumet, journaliste. Ok. Alors, j'ai une question pour le professeur Biloua. J'aimerais savoir à quand un plaidoyer pour l'introduction de certaines langues nationales dans le circuit des langues officielles au Cameroun. Et pour la dame, j'ai également une question concernant les berceuses. Moi, je suis très attentif à l'actualité musicale. Est-ce qu'il y a une limitation de valeur concernant
la musique au Cameroun pour les productions musicales entre 1965 et 99, puisque vous avez parlé en termes de valeurs, de l'amour et de la tolérance. Que faites-vous de cette limitation des valeurs? S'il y en a, j'aimerais en connaître la précision. Merci. Bonsoir, je m'appelle Monsieur Vaisseau Aurélien, je suis anthropologue. Contribution aux questions, c'est vous qui verrez. Par rapport à l'enseignement des langues, il y a un problème qui se fait ressentir. On enseigne les langues pour écrire et non pour parler. Quelqu'un peut avoir on enseigne les langues pour que les gens aient des notes, mais ils ne parlent pas. Alors, est-ce que, comme il y a l'inspecteur, ça tombe bien, est-ce qu'on ne pourrait pas enseigner les langues comme on le fait dans des centres linguistiques? C'est-à-dire, vous arrivez dans un lycée, vous regroupez tout le monde qui parle, qui va apprendre une ou telle langue sans différenciation de niveau d'études, et puis commence à monter niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et là, ça peut faire un brassage culturel. Là, ils sont appelés à parler ensemble. Et pourquoi pas que ça continue dans les clubs pour qu'on puisse effectivement parler la langue, que de faire les cours de langue pour avoir des notes et passer en classe supérieure. C'est pour ma première question. Alors, ma deuxième question concerne parler des berceuses. Règlement de compte, je voulais vous rappeler que la berceuse Mafolomon est une histoire rocambolesque parce que c'était dans un foyer polygamique où il régnait la polygynie et ce jour-là, le mari était dans la chambre, l'amant voulait entrer et elle disait donc à l'amant, Mafolomon, le bébé pleure, mais c'était pour dire à l'amant, n'entre pas, je ne suis pas seul ce soir. Donc, morale, vous-même vous comprenez ce que ça veut dire. Alors, je voudrais donc vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour enrichir ce répertoire de berceuses à l'heure actuelle avec cette modernité, quel sujet on peut faire pour bien bercer nos enfants. Est-ce que c'est tchap, je ne sais pas, parce que les gens ont des registres, un registre musical et l'environnement qui n'est pas favorable, on n'a pas de repères. Or, les berceuses, certaines berceuses, et c'était Mafolomon qui a été repris par Catino, bien évidemment, on manque de repères et les gens manquent d'inspiration pour pouvoir concevoir les berceuses. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Je vous remercie. Merci, bonsoir à tous. Je m'appelle Aude Bellevoix. Je suis entrepreneur culturel. Je viens de soutenir un master en diversité culturelle à l'Institut des Relations Internationales IRIC. Lorsque j'ai vu cette annonce, j'ai dit, mais oh là là, pourquoi ceci n'est pas arrivé avant la soutenance? Ça aurait enrichi mon travail d'un et j'aurais mis plein la vue aux membres du jury. Mais bon, ce n'est pas grave, puisqu'il y a encore des petites corrections à faire pour la mouture finale. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises ce soir que je vais intégrer. Je dis déjà merci au professeur Julia Eke, parce que je l'ai beaucoup cité dans mon travail. Je ne sais pas si c'est une question ou alors c'est une contribution. J'ai été choquée, je dis bien j'ai été choquée parce que mon thème porte sur l'UNESCO et les stratégies de promotion des langues nationales. J'ai voulu opérer une certaine rupture. J'ai supplié mon cher guide, le professeur Msanga Nyamdi, de me permettre au moins de produire ma première de couverture en langue nationale, en étonne plus particulièrement. Il m'a dit, ce n'est pas accepté par les canons de l'université. Et je me demande ce que nous attendons pour opérer cette rupture, puisque nous ne voulons plus que les langues officielles étrangères nous soient imposées. Qu'attendons-nous? Pourquoi restons-nous dans le suivisme? Pourquoi restons-nous dans ces langues coloniales qui nous ont été imposées? Nous voulons que le Cameroun se développe à travers ces langues nationales. Mais opérons la rupture. Pourquoi pas produire des thèses, des mémoires en langue nationale? Autre chose,
On remarque des centres de divertissement, des manèges. Tout ça est calqué sur le modèle européen. Il y a des bars ou des boîtes de nuit où on peut se divertir. Pourquoi pas ouvrir des centres de divertissement en langue nationale? Je voudrais vous dire, excusez-moi d'être un peu longue, j'ai effectué une enquête au lycée Leclerc de Yaoundé. J'ai interviewé les élèves de la première italienne et chinoise. Je vous assure, ces enfants se plaisent à dire j'apprends le chinois, j'apprends l'italien, parce que ça va me permettre de travailler, ça va me permettre de voyager. Cependant, j'aimerais bien apprendre ma langue maternelle. Parce que lorsque je me retrouve quelque part où les uns et les autres parlent ma propre langue, je suis mal à l'aise. On s'est rendu compte qu'à la maison, les parents ne parlent plus les langues avec les enfants. Ils parlent en français. Et les enfants, entre eux, ils communiquent en français. Donc, il y a un réel problème dans la société. Les jeunes voudraient bien apprendre leur langue, mais il manque beaucoup de moyens et de canaux. Je vous en remercie. Bonsoir à tous. Je m'appelle Sandrine Le Sora, ancienne étudiante au département de linguistique et langue africaine. Donc, je suis très heureuse de retrouver aujourd'hui tous les enseignants. Julia, je suis désolée, ce ne sera pas une contribution ou un autre exposé. Je vais essayer d'être un peu rapide. Normalement, ma question va se décliner en deux jours. Le premier, c'est, on a longtemps lu des projets genre Propelka, conduit et mené par le professeur Tadadieu de Regretter Mémoire. Et je voudrais comprendre aussi, je vais poser la question de savoir, est-ce que c'est la suite de ces projets-là qui aboutit normalement à l'intégration de l'enseignement des langues camerounaises dans le cursus? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie de ma question concerne vraiment la commission de multiculturalisme et de multilinguisme. Quelle est l'action ou alors le rôle que joue le département de linguistique à travers ces différents acteurs pour cette promotion, vu qu'aujourd'hui, notre thème, c'est les langues camerounaises et leur promotion. Merci. On peut essayer de répondre d'abord à cette question. Vous avez la parole à partir du début. Il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi on ne peut pas faire de certaines langues africaines ou de certaines langues camerounaises des langues officielles. Bon, mais ça, c'est beaucoup plus une décision politique qu'une décision linguistique. C'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de langues au Cameroun, et donc l'homme politique ne souhaiterait pas qu'il y ait des dissensions sociopolitiques, parce que si vous choisissez une langue X, ceux qui parlent la langue Y ou Z peuvent protester. Et l'homme politique, lui, n'aime pas ce genre de problème. Voilà, donc c'est pour ça. Mais cela étant dit, la Constitution dit très bien que, en substance, toutes les langues sont d'égale valeur. Mais ça, c'est sur le plan théorique. Maintenant, avec la décentralisation, comme a dit mon collègue Gabriel Mba, les communautés territoriales décentralisées vont être et devraient être amenées à développer les langues de leur terroir. Et d'ailleurs, quand le ministre avait demandé aux universités d'enseigner les langues, c'était que, en fait, les universités devaient enseigner les langues de leur région, n'est-ce pas? C'est ça, en fait, l'idée. C'est vrai qu'à Yaoundé, on enseigne un peu tout, parce que, bon, c'est la capitale. Mais logiquement, si vous avez un département à Bamenda, c'est normal qu'à Bamenda, on enseigne prioritairement les langues du nord-ouest. Si vous avez un département en Gaoundéré, un autre département à Mawa, c'est normal qu'on enseigne les langues afro-asiatiques et nilo-sahariennes. C'est tout à fait normal. Maintenant, je vais répondre à celui qui a parlé en dernier, en lui disant que le département de linguistique est toujours consulté. Gabriel Mbaki, ici à ma gauche, est le consultant du ministère de l'Éducation de base et du ministère des Enseignements secondaires. Quand j'étais chef de département, il m'invitait tout le temps à des concertations. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme nous a souvent aussi invités, Gabriel et moi. La dernière fois qu'on nous a invités, c'était pour parler du bilinguisme.
Et lorsqu'on a promulgué la loi sur la promotion des langues officielles, nous avons été consultés. Donc, on a lu la loi de fond en comble, ainsi de suite, aussi bien à la présidence qu'au premier ministère, nous avons été consultés. Donc, les linguistes sont consultés. Je pense qu'il y a une volonté africaine et nationale de développer les langues africaines. C'est pour ça que l'Union africaine a institué une journée des langues africaines et l'Union africaine a demandé à ses États membres d'introduire dans les programmes d'enseignement les enseignements des langues. Et ça se fait petit à petit, mais avec le temps, ça va se développer. Je pense que Gabriel pourra en parler un peu plus que moi, parce que l'Union africaine a mis en place un doctorat et un master en langues africaines. En langues africaines. Dans les pays comme le Nigeria, on écrit des thèses écrites en langues africaines. En Yoruba, en Hausa, en Igbo, etc., etc. Donc maintenant, il faut qu'il y ait suffisamment de gens pour pouvoir les lire. Dans un pays comme le Nigeria, vous avez donc beaucoup de locuteurs Hausa, beaucoup de locuteurs Igbo, beaucoup de locuteurs Yoruba. Par conséquent, si vous écrivez une thèse en Yoruba, vous savez qu'il y aura pas mal de gens qui vont la lire. Le problème d'un pays comme le Cameroun, c'est que si vous écrivez même des langues qui sont très fortement implémentées sur le plan territorial, comme le Fulfulde ou le Betifam, si vous écrivez une thèse en Fulfulde, mais les compatriotes du nord, du nord-ouest, du sud-ouest, du sud, du centre, de l'est, certains compatriotes de l'est vont pouvoir la lire parce qu'on parle Fulfulde à l'est, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça le problème. L'homme politique, lui, n'aime pas les problèmes qui sont susceptibles de générer des revenus sociaux. C'est ça le problème. Donc, demander à l'homme politique de choisir telle langue pour qu'elle devienne une langue officielle, n'attendez pas ça de l'homme politique. Je voudrais rebondir sur la fin de son intervention pour dire ceci. Regardons-nous dans les yeux. Quand nous parlons des langues nationales, est-ce que vous savez comment la petite phrase qui est dans la Constitution, là, qui dit protéger et promouvoir les langues nationales, comment c'est arrivé? Moi, devant vous, j'ai failli perdre mon ménage. Parce qu'il fallait que j'arrive chez moi à 2 h du matin, 3 h, 4 h parfois. Parce qu'il fallait que je rencontre les députés quand ils ont sorti du Parlement où on allait, parce qu'ils travaillent la nuit, pour leur faire le plaidoyer et faire le texte de soutien, pour que cette petite phrase-là arrive dans la Constitution. Pour vous dire ceci, lorsque vous commencez à dire à quand le plaidoyer pour qu'on ait des langues nationales, je voudrais que vous reposiez le problème autrement. Avez-vous fait votre propre plaidoyer? C'est-à-dire, avez-vous parlé votre propre langue maternelle pour qu'il y ait la masse critique qui organise le plaidoyer? Vous ne l'avez pas fait. En attendant que l'homme politique décide maintenant, faites votre propre plaidoyer en vous disant qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive. J'ai l'habitude de dire aux gens, vous savez, il y a 25 millions de Camerounais pour apprendre le français et l'anglais aux Camerounais. Mais il y a 2 personnes dans un ménage, même si le ménage est exogamique. Il y a 2 personnes dans un ménage pour apprendre la langue maternelle à l'enfant. Quand je parle de mariage exogamique, la femme parle une autre langue et le papa une autre langue. Mais l'enfant peut parler les 2 langues à la fois. Il est ouvert pour en parler plus qu'il n'en faut. Avez-vous fait votre propre examen? Commencez d'abord par avoir ce catharsis de sentiment pour vous-même avant de demander à l'État. L'État ne fait que ce que la population ordonne. Vous savez, chacun prend la moto-taxi pour arriver chez lui, n'est-ce pas? Mais c'est des fonctions créées. Et vous voyez maintenant qu'on se met partout pour leur acheter les casquettes, pour leur faire les permis de conduire, n'est-ce pas? Donc ne demandez pas à l'État ce que vous n'avez pas introduit vous-même. Donc le plaidoyer, c'est toi. Le plaidoyer, c'est moi. L'État ne décrète pas. Vous savez pourquoi il y a des chambres qui s'ajoutent à la prison chaque jour? Parce que nous commettons des larcins qui permettent qu'on nous mette là-bas. Mais commettez les larcins de vos langues maternelles. Parlez-les et vous allez voir la réaction de l'État.
Comment voulez-vous que l'État communie une langue quelconque en langue nationale quand les usages linguistiques que vous en avez ne sont même pas visibles? C'est ça le problème de fond. L'État aime ce qui est visible, l'État aime ce qu'on utilise. C'est ça l'État. Vous savez, on a décrété pour le français et l'anglais, n'est-ce pas? Sommes-nous bilingues? Posez-vous carrément chaque fois la question. Ce ne sont pas les décrets qui font les utilisations des langues. C'est les pratiques linguistiques qui font les lois. Ce ne sont pas les lois qui font les pratiques linguistiques. Il faut inverser la tendance. C'est ça que je voudrais que vous puissiez savoir. Que c'est les pratiques linguistiques qui font la loi et non pas les lois qui font les pratiques linguistiques. C'est ça la planification, pas autre chose. Donc, chaque fois que vous demandez à l'État de faire quelque chose pour vous, faites quelque chose pour vous avant l'État. Bientôt là, vous allez vous tuer. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes arrivé à la décentralisation. Et que maintenant les langues, et même les écoles primaires, et même vos lycées, vont être gouvernés, entre guillemets, par vous-même. Vous allez bientôt dire, je ne veux pas telle langue-là, au niveau de votre propre région. Donc faites votre ménage interne et l'État fera le reste. Par ailleurs, une autre question est apparue et on dit, on enseigne les langues pour écrire et non pas les langues pour parler. Je crois que ce que j'ai dit, vous avez compris, que le parler ne relève pas de certaines personnes, le parler relève de vous-même. Je suis chef de département de langue et culture camerounaise à l'ENS. Et à la rentrée, à chaque fois que j'ai une vague, nous faisons le test du profil linguistique pour mettre les enfants dans les groupes, pour faire la pratique de langue maternelle. Vous vous rendez compte qu'on dit « je suis de telle ou de telle région ». Et quand nous voulons mettre des groupes pour les pratiques de langue, on se rend compte que même ces enfants ne parlent rien du tout. Si vous êtes à la place des enseignants, qu'est-ce que vous faites? Ils ont passé un concours, ils sont là, ils doivent sortir. Vous m'avez bien compris. Et quand vous nous dites comment on n'enseigne pas ces langues-là au lycée, comme vous voyez, qu'on fait dans les centres linguistiques, vous voyez bien que vos lycées n'ont pas le matériel de vos centres linguistiques. N'est-ce pas? Est-ce que l'association des parents d'élèves a déjà fini de payer ce qu'on paye pour les vacataires avant d'instituer des laboratoires de langue dans les lycées? Avant nous faire cela, nous n'en avons pas fait. Donc les lycées peuvent être aussi performants si les lycées sont occupés comme les centres d'études linguistiques. Et je vais d'ailleurs vous dire, méfiez-vous, ce ne sont pas les centres linguistiques qui font la maîtrise des langues aux gens. C'est les motivations personnelles que les gens ont des langues qui font des utilisateurs de langue. L'outil technique ne fait pas la compétence linguistique. C'est la volonté. C'est ça qu'il faut savoir. Par ailleurs, vous avez dit, vous avez voulu renverser la tendance avec l'UNESCO. Ma jeune petite sœur, les économies linguistiques et les études de planification linguistique doivent être justes pour dire l'UNESCO ne fait que son travail. Le travail de l'UNESCO, c'est de canaliser les efforts des États vers des traités qui sont des traités contraignants pour chacun des États. Mais cependant, c'est à l'intérieur de chaque État que la reconversion doit se faire. Si nous n'avons pas encore compris que nos langues ont des valeurs marchandes, comme on dit souvent, language is marketable. Si nous n'avons pas encore compris cela, nous resterons encore là. Si vous m'avez bien compris, j'ai dit ceci. Faites le travail à l'interne et ce sont les usages et les pratiques linguistiques qui font les lois et qui font les statuts des langues. On ne les décrète pas. Vous avez dit aussi que les enfants dans le lycée ont de l'enthousiasme pour apprendre les langues et ça ne s'opère pas. Vous comprenez bien que les structures pour enseigner ces langues dans le lycée, comme vous voulez, là, ça ne peut pas marcher, tel que vous le voulez. Regardez vos lycées et regardez le nombre d'enfants que vous avez. En classe de première en terminale, je ne veux pas que vous puissiez me rattraper, c'est 125 par classe. 100.
Non, regardez la réalité en face. Ne faites pas comme si vous étiez dans un autre pays, d'un autre monde. Regardez vos effectifs. C'est ça que vous avez dans un centre linguistique. Ce ne sont pas la diversité des langues du Cameroun qui font problème. C'est les stratégies pour y arriver, une détermination pour y arriver qui font problème. Vous pensez que celui qui nous a donné les langues était fou pour nous en donner beaucoup? Et puis vous me dites qu'il y en a beaucoup par rapport à quoi? Il y a combien de langues en France? En France, là, il y a combien de langues? Il y a 78 langues dans le système éducatif français. On vous a jamais dit ça au Cameroun? On vous a jamais dit? Donc cela veut dire que les diversités linguistiques existent partout. C'est les stratégies de mise en œuvre sur le plan éducatif. C'est ça qui compte le plus. Il faut le savoir, tous les pays du monde sont multilingues. Tous les pays du monde sont multilingues. Et dans le système, vous allez aux États-Unis, vous allez trouver des écoles qui commencent par l'espagnol et l'enfant n'a l'anglais américain que seconde langue. Mais est-ce que c'est ça qu'on fait comme discours officiel aux États-Unis? Jamais. Jamais. Prenez-vous vous-même. Je dis, une chose commence. Si dans la famille nucléaire, si entre la femme et l'homme, l'enfant ne peut pas apprendre sa langue, n'attendez pas que l'école fasse le mystère de cela, un mystère, ou alors qu'il fasse quelque chose d'assez étrange pour donner cette langue-là à l'enfant. La révolution, c'est à l'interne. L'État ne prendra que les décisions que vous avez voulu prendre pour vous-même. Merci. Oui, je voudrais préciser ce que Gabriel a dit. En fait, il faut qu'on s'organise au plan local pour développer nos langues. Il faut que dans chaque communauté, il y ait ce qu'on appelle des comités de langue qui avaient été déjà formés par Maurice Tadadieu et qui sont encadrés par Gabriel Mba et James Sangou. Il faut qu'il y ait des comités de langue. Maintenant, avec la décentralisation, il faut que chaque mairie fasse des efforts pour que les enfants soient exposés à leur langue pendant les vacances. C'est possible. Ça peut se faire. On ne peut plus attendre que l'État puisse tout faire. C'est impossible. Parce que si on enseigne aux enfants nos langues et nos cultures pendant les vacances, ça va motiver les enfants. Ça va les inciter à parler nos langues. Et comme a dit Gabriel, la décentralisation est une très bonne chose qui va faire que les problèmes locaux soient gérés, managés au niveau local. Et qu'on n'attende pas tout de la superstructure qui est l'État. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Je reviens sur l'enseignement pour parler. Au niveau du ministère des enseignements secondaires, l'idéal est que l'apprenant puisse apprendre une autre langue en dehors de celle qu'il parle déjà à la maison. Donc dire à l'enfant que mon enfant n'est pas venu apprendre les wondo ou bien les tonnes, vraiment, cela va de soi que votre langue ne doit pas être absolument enseignée à l'école. Donc, si je me retrouve étant Bamoun, ici à Yaoundé, j'apprends les Wondo. Si les Wondo se retrouvent à Fumban, il apprend le Chupamon. Donc là, il a une langue d'ouverture pour la gestion du quotidien. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est lui donner les ressources nécessaires. Parce que l'enseignant commence par l'enseignement des ressources. L'apprenant aura besoin des sons, des mots de la langue, le vocabulaire comme on dit, de la grammaire, pour pouvoir s'exprimer maintenant à l'oral et à l'écrit dans des situations contextualisées. Donc il faut toujours trouver donc un cadre de contextualisation. Si l'enfant se retrouve dans la rue, qu'est-ce qu'ils peuvent dire pour acheter ou bien pour saluer, ainsi de suite. Donc l'enfant n'écrit pas seulement, il parle. Donc on met l'enfant dans
les conditions de la production orale, tout comme de la production écrite. Je parle sous le contrôle de notre enseignant de langue et culture nationale. Il est là, il peut mieux répondre à cette question. Donc, tous les apprenants, en plus de la langue parlée à la maison, apprennent une autre langue. Bien. Donc, et pour ce qui est de la diversité des langues, c'est connu. Et l'apprenant doit être enraciné dans sa culture, mais ouvert sur le monde extérieur. On ne saurait limiter l'apprenant à l'apprentissage de la langue maternelle. Quand l'enfant choisit par lui-même d'apprendre l'italien, c'est son choix à ce moment-là. Il veut apprendre l'italien, donc l'intérêt n'est pas le même. Il a choisi d'apprendre le chinois parce qu'il a peut-être des ambitions du côté de la Chine. Donc il va mettre plus d'intérêt à l'apprentissage du chinois que peut-être à l'apprentissage du chupamon. Donc voilà parfois ce qui fait problème. Donc il choisit l'italien, il veut se retrouver du côté de l'Italie. C'est son ambition propre. Son ambition n'est pas peut-être de se retrouver au fond de son village. Donc peut-être les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais l'idéal pour l'enseignant de langue et culture camerounaise est que au sortir d'un cours de langue, que l'apprenant puisse avoir les ressources nécessaires pour s'exprimer, que ce soit à l'oral ou bien à l'écrit. Et pour ce qui est des réalités avec les berceuses, on ne limite pas. Mais en chantant, on s'accommode des réalités nouvelles. Parce que la berceuse, elle s'étire, hein? Il n'y a pas de mots qu'on doit absolument placer. Donc, en fonction de la sensibilité de celui ou de celle qui produit la berceuse, elle sera plus courte, plus longue, ainsi de suite. Parce que on y met les éléments de la vie quotidienne. Bien. Et pour la limitation des valeurs, on ne peut pas limiter les valeurs. Parce que c'est chacun qui se donne des valeurs. On ne peut pas dire que c'est ça qui est la valeur. J'ai parlé de la justice des savoirs, parce qu'on apprend ce dont on a besoin. On dit ce qui nous sert à quelque chose. Donc on ne saurait dire à quelqu'un que tu n'apprends que ça, ou bien tu ne dis que ça dans une berceuse, par exemple. Donc voilà le peu d'éléments de réponse que je pouvais apporter. Merci. Bien, je vais dire une seule chose, c'est-à-dire c'est l'espoir. J'ai beaucoup d'espérance. Pourquoi? Parce que avec les TIC, et je vois dans la salle les enseignants au département des langues camerounaises à l'école normale supérieure qui s'occupent de l'opérationnalisation de stratégies d'enseignement-apprentissage en utilisant les TIC. C'est la voie de l'avenir. Pourquoi? Parce que avec les TIC, on va pouvoir rattraper beaucoup de choses. Par exemple, le sous-titrage. Je suis en train de diriger actuellement un mémoire, des travaux de master sur le sous-titrage. Le sous-titrage en chupamam relativement à la culture de l'avocat là-bas à Koutaba. Il y a une émission qui est passée dans une chaîne et il y a une étudiante justement qui a pris cette émission et qui a doublé, qui a fait un sous-titrage qui permet évidemment je sais pas mon fond, de pouvoir apprécier ce qui est dit en français et justement le sous-titrage comme le doublage pourra, avec les TIC, permettre de corriger le tir. Et ça, je crois que, même à travers donc les films, hein, regardez par exemple, bon, je vais intervenir ici, professeur, pour dire vraiment mon désarroi. Pourquoi? Parce que
quand on parle de diversité, on trouve qu'il y a des blocages au Cameroun. C'est quand même assez surprenant parce que nous ne sommes pas le seul pays où on trouve tant de langues. Regardez les pays d'à côté, où il y a beaucoup de langues. Vous avez des langues qui sont parlées, des thèses qui sont rédigées, et puis vous avez toute une littérature. Par exemple, le Haoussa, de l'autre côté, le Haoussa a des journaux dans cette langue qui sont vendus au marché. Et il y a même une pratique qui veut qu'on écrit une histoire dans la langue et on la vend au marché et la suite est attendue au prochain marché. C'est-à-dire il y a une histoire comme l'histoire de Ndjarangazo. On écrit par première partie, on vend la première partie aujourd'hui au marché de Mokoro. Et les gens l'achètent et on attend que le prochain marché, c'est-à-dire là dans 2 semaines, on puisse avoir la deuxième partie dans la langue. Vous voyez, dans la langue Haoussa. Et c'est très développé, il y a un engouement socialement. Les gens vraiment sont motivés et il n'y a pas de problème. Je crois que nous pouvons y arriver, comme le chef de département l'a dit, comme le vice-recteur l'a dit, nous pouvons y arriver. Il faut justement qu'il y ait un peu de volonté des deux côtés de la barrière. C'est ce que moi je peux dire. Merci beaucoup pour votre bien attention. Merci. Alors, je voulais aussi apporter une petite intervention très courte. Voilà, je vous présente Lia, juriste de formation et responsable d'une association qui promeut la culture africaine. Je pense qu'il y a tellement de stratégies pour promouvoir nos langues nationales. Et je vais interpeller ici les artistes. Parce que les artistes ici sont comme des vitrines. Aujourd'hui, on va voir le petit enfant qui regarde un dessin animé. Il a tendance à reproduire ce qu'il voit. Si nous avons des productions de ce genre en langue locale, je vais plutôt prendre d'autres contextes. C'est de faire des productions en langue locale, mais avec des sous-titrages en anglais ou en français. Ça permet d'apprendre rapidement de quoi il dépend, rapidement nos langues nationales. Donc il y a tellement de stratégies que même créer peut-être des applications de traduction. Aujourd'hui, le département de langue et culture africaine met à disposition un alphabet qui permet de parler plusieurs langues en fonction d'un seul alphabet. On peut transcrire cela à travers les NTIC et beaucoup de choses. Et c'est vraiment urgent parce qu'à travers la langue, nous apprenons non seulement nos spiritualités, notre philosophie, notre histoire, il y a une grande panoplie. Et aussi, je me suis surpris de savoir que au Cameroun, en 2021, on célèbre toujours la journée du bilinguisme. Or, pourquoi ne pas initier aussi une journée du multiculturalisme ou la semaine du bilinguisme? Pourquoi ne pas initier une journée ou une semaine du multiculturalisme? Le Cameroun est multiculturel et la langue fait partie de la culture. Si on promeut ou si on initie une journée du multiculturalisme, il pourra avoir une velléité qui puisse conduire à la promotion de nos langues maternelles. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. C'est vrai qu'il aurait fallu avoir plus de temps pour faire un état exhaustif de ce qui est déjà réalisé dans les langues africaines. Il y a des dictionnaires multilingues en ligne, il y a des sketchs qui sont tournés en langue africaine et traduits en français, en anglais. Pas encore de dessins animés. Il y a beaucoup d'ouvrages qui existent. Il y a des films en langue camerounaise. Oui. Et il y a aussi la NACLA qui existe pour former comme des centres culturels et des centres pilotes formés aux langues africaines. Et le CIPCA également organise des cours de vacances, langue et culture nationale. Et enfin, il y a Ifukia qui expose ses bouquins et ses ouvrages. Et vous êtes tous conviés à y regarder. Peut-être vous serez intéressés et y acheterez quelque chose. Sur ce, je suis désolée pour ceux qui n'ont pas pu poser des questions, mais il y avait un long programme et nous ferons une exception si elle voulait parler. Oui, je demande l'exception, je suis un cas particulier. Voilà. Ça fait 60 ans que je suis au Cameroun, je m'appelle François Tangana. J'essaie d'apprendre les Wondo depuis 60 ans. Je pense qu'il faudrait que vous vous pressiez un peu. J'ai maintenant des enfants, des petits-enfants qui n'ont pas appris les Wondo. À l'époque, la génération de leur père et de leur grand-père, c'était de savoir le français. Maintenant, la mode, c'est d'avoir l'anglais. Donc, vous avez des enfants qui sont soi-disant bilingues, qui nous parlent ni l'anglais, ni le français, ni leur langue maternelle. J'appuierai énormément ce qu'a dit M. Bala. Bon, on n'a pas les moyens, mais les communautés, comme disons la communauté Betty ou les familles, ou pas tout ce que vous voudrez, comme a dit monsieur, des associations,
il faudrait quand même s'y mettre. Hein. Moi, je crois qu'il faudrait se presser un peu. Hein. On a du mal à trouver, je ne sais pas comment vous pouvez enseigner les langues. Je vois des petits-enfants qui sont dans des écoles où tout le monde est bassa, où on leur apprend les rondos, et où pour apprendre le bassa, je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas la langue qu'ils parlent chez eux. Donc, j'admire les parents, mais j'ai peur. Hein. Parce que je ne dis pas que c'est en voie de disparition, mais je vous dis, pressez-vous un peu. Parce que moi, ça fait 60 ans que j'entends le même langage, et j'ai suivi les expériences de Congo, il y a eu des classes, on a choisi 6 langues nationales, voilà, il n'y a pas d'édition, il y a quelques livres où il y a Ewondo et français, donc on peut lire, mais sinon on ne peut pas. Alors, ça peut être très intéressant, il y a des livres sur le grec, tout ce que vous pouvez imaginer, mais encore faut-il pouvoir les lire. Alors il faut, c'est très intéressant ce que vous essayez de faire pour faire des livres pour les enfants, etc. Mais les langues nationales, dépêchez-vous. Oui. Dépêchons-nous, moi je veux pas, j'ai 92 ans. Nous essayons de nous dépêcher à notre rythme. Il y a Non, déjà un n'attendez pas département l'État. de langue et culture camerounaise. Je ne saurais pas l'apologie. N'attendez pas l'État, bougez. Il peut y avoir des comités, comme on dit le professeur. Comités, mais dépêchez-vous. Des comités de mairie, des comités de quartier, tout ce que vous voulez. Ces comités existent depuis 1983 et il y a des auteurs formés par ces comités. Mais le